Smart et réglo autour des contrats d'affaires qui peuvent être établis entre le dirigeant et sa propre société. Bonjour Arnaud de Villiers de l'Isle-Adam. Bonjour. Vous êtes juriste expert en droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle. C'est un service d'information et d'aide à la décision. Alors vous allez nous éclairer aujourd'hui. Contracter avec son entreprise lorsque l'on est dirigeant, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vous avoue que contracter, pour moi, il y a contrat. On contracte avec une entreprise, donc on signe un contrat avec sa propre entreprise. En fait, donc dans l'immense majorité des cas, le dirigeant va signer des contrats avec des tiers, en fait. C'est-à-dire que, en tant que dirigeant de la société, c'est lui qui la représente. Et tout au long de la vie sociale, dans le cadre de l'activité de la société, dans le cadre du support de cette activité, il va signer des contrats avec des tiers. Mais de temps en temps, en fait, il va être amené à signer des contrats non pas avec des tiers, mais avec lui-même. C'est-à-dire qu'il est dirigeant de la société d'un côté et il va être, en tant que personne physique, le co-contractant de cette société. Je vous donne un exemple. Par exemple, la société a besoin d'avoir un local et il se trouve que le dirigeant est propriétaire à titre personnel d'un local. Eh bien, on va mettre en place une convention entre la société et le dirigeant personne physique, et donc du coup le bail va être signé entre les deux. Donc en fait, le dirigeant se retrouve un petit peu des deux côtés. Justement, sur le point de vue de la signature, il va signer 2 fois ? Absolument, il va signer 2 fois, mais en fait, il ne signe pas 2 fois à titre personnel, il signe une fois à titre personnel en tant que bailleur, par exemple, puisqu'on a pris cet exemple-là, et de l'autre côté, il va signer en tant que représentant de la société, qui est une propre personne. Donc on aura à la fin du contrat le bailleur avec la signature du dirigeant, le représentant de la société avec la même signature. Absolument, tout à fait, exactement. On se retrouve dans des situations qui sont un peu paradoxales et qui donc du coup sont méritent véritablement un contrôle, parce que c'est vrai que ça peut être des situations qui génèrent des abus, puisque le dirigeant est des 2 côtés de la barrière, et donc du coup il peut être tenté de s'avantager, de surfacturer. C'est en cela qu'ils sont particuliers, donc ça nécessite une surveillance, j'imagine. Exactement, c'est-à-dire que vous avez tout un process qui est mis en place dans les sociétés. Alors ça va dépendre de la société, c'est-à-dire que ça dépend de la structure sociale. Vous avez des process qui sont différents. Dans les SA, par exemple, les sociétés anonymes, vous allez avoir un process qui est un process a priori, c'est-à-dire que en fait la convention ne va même pas pouvoir être signée, devra être signée après que le contrôle ait eu lieu, c'est-à-dire que c'est un contrôle qui est fait à la fois par le conseil d'administration et par l'assemblée générale, qui va venir regarder la convention, les conditions dans lesquelles elle est signée, etc. Systématiquement un contrôle en interne. Exactement, c'est un contrôle en interne de la société qui se fait soit a priori, c'est-à-dire avant la signature de la convention, soit a posteriori, parce que par exemple dans les SARL ou dans les SAS, c'est un contrôle qui se fait une fois que la convention a été signée, c'est-à-dire que le contrat a été signé, quel qu'il soit, et puis l'Assemblée générale va intervenir généralement au moment de l'Assemblée générale ordinaire annuelle pour analyser ces conventions et regarder les conditions dans lesquelles elles ont été signées, et puis on va les valider ou on ne va pas les valider, parce que parfois elles ne sont pas validées. Qu'est-ce qui se passe en cas d'invalidation ? Alors, ce qui se passe, c'est que la convention en tant que telle ne va pas être nulle pour autant. Simplement, si jamais elle a des conséquences négatives pour la société, eh bien, on pourra engager la responsabilité du dirigeant pour que, tout simplement, il répare le préjudice qu'il a causé à la société du fait de la signature de cette convention-là, en fait. Est-ce qu'il y a des conventions qui sont totalement interdites ? Absolument. Il y a des conventions qu'on ne peut jamais signer, qu'un dirigeant ne pourra jamais signer avec la société dans laquelle, justement, il est mandataire social. C'est le cas, par exemple, des emprunts. C'est-à-dire qu'un dirigeant ne peut jamais signer un emprunt avec la société dans laquelle il est dirigeant. Quand je dis ne peut jamais signer un emprunt, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais se faire prêter de l'argent par sa propre société. C'est absolument impossible. C'est le cas aussi pour tout ce qui relève des cautions et l'aval d'obligations que pourrait avoir le dirigeant vis-à-vis de tiers. Il ne pourra pas demander à la société d'être caution d'un de ses engagements vis-à-vis d'un tiers. Ça, c'est complètement interdit. Il faut préciser également que le périmètre est quand même très large, puisque ça concerne tous les dirigeants. Donc, évidemment, les dirigeants exécutifs, entre guillemets, c'est-à-dire les présidents, directeurs généraux, les gérants, etc. Mais ça touche aussi tous les administrateurs, les membres de conseil de surveillance, et ça va même encore plus loin, puisque tous les ascendants et les descendants de dirigeants ne pourront jamais signer ce genre de convention avec la société en question. Vous parliez d'emprunt, mais aussi le cas du compte courant associé. Alors, le compte courant associé, c'est une sorte d'emprunt, sauf que c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas la société qui vient prêter de l'argent au dirigeant, c'est le dirigeant qui met à disposition de la société de l'argent. Et ça, pour le coup, c'est très commun. C'est très courant, extrêmement commun. C'est ce que j'allais vous dire, oui. Et je dirais que c'est presque la convention, justement, les conventions qui sont signées entre les dirigeants et la société qu'on retrouve le plus. Simplement, c'est pas parce que c'est courant qu'il ne faut pas encadrer ça. Et c'est très important de mettre en
en place une convention de compte courant dans laquelle on va venir organiser la façon dont cette mise à disposition va avoir lieu, les conditions de remboursement, le taux d'intérêt, puisque évidemment c'est un prêt, donc il va falloir que ça génère des revenus pour le dirigeant. Alors, c'est à noter que c'est pas ça aussi de la même manière par éventuellement un conseil d'administration? Oui, alors c'est toujours pareil, c'est-à-dire que en effet, il va y avoir un contrôle qui va être fait. Généralement, ils n'interviennent pas forcément sur toutes les conditions en tant que telles, mais ils vont venir contrôler si en effet les conditions leur paraissent cohérentes et adaptées à la situation. Puisque ce qui pose problème dans ces conventions, finalement, c'est toujours la notion d'abus. C'est-à-dire que dans certaines situations, le dirigeant va abuser d'une situation parce qu'il se dit, bon, bah chouette, je suis à la fois dirigeant, mais je suis... Espérons que tous les dirigeants n'aient pas non, évidemment, en tête évidemment pas. Ils ne l'ont de pas tomber dans l'abus. L'immense majorité, mais c'est vrai que ça peut être tentant de temps en temps de surfacturer un petit peu ou de mettre en place des conventions dont la société n'a pas forcément besoin. Donc, il faut faire attention parce que... elles sont contrôlées en interne et puis ça peut même dégénérer sur des risques pénaux de temps en temps si la situation est caractérisée. Ça peut être constitutif d'un abus de bien social. Mais si on n'est pas dans le cas d'une grosse structure et qu'il n'y a pas d'associé, pas de conseil d'administration, comment on peut éviter justement les détournements de fonds, les abus de biens sociaux? Peu importe la taille, c'est-à-dire que ces conventions qui sont signées entre le dirigeant et sa société devront toujours donner lieu à un contrôle si elles rentrent justement dans le cadre des conventions qui doivent être contrôlées. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les conventions qui sont considérées comme des conventions courantes et qui sont signées dans des conditions dites normales ne passeront pas par les fourches codines du contrôle. Mais si jamais on sort un petit peu des conventions courantes et qu'on est dans quelque chose d'un petit peu plus original, d'un petit peu moins récurrent justement, là, il faudra passer par le contrôle interne de ce qu'on appelle la procédure des conventions réglementées. Et ça, c'est pas une question de taille de société. Qu'on soit 2 dans la société, qu'on soit 3000, il faudra respecter cette convention-là. Vous avez aussi, dans le cadre de cette, de cette procédure, l'intervention des commissaires aux comptes. J'allais vous demander justement quand est-ce qu'ils interviennent finalement. Alors, faut-il encore qu'il y ait un commissaire aux comptes dans la société? Oui. Toutes les sociétés n'ont pas des commissaires aux comptes, mais à partir du moment où vous avez un commissaire aux comptes dans la société, il va venir rédiger un rapport sur ces conventions-là, dont il faudra l'informer en amont, en lui disant bon, bah écoute, il y a une convention qui a été signée entre le dirigeant et la société, je te mets au courant, fais un rapport dessus, il va faire un rapport, il va analyser les choses, dire ce qu'il en pense, et ce rapport sera soumis à l'Assemblée générale au moment de l'approbation des comptes, et justement, les associés pourront donner leur avis sur les conventions en question, à la lumière notamment de ce rapport. Et quelle différence avec les conventions dites d'assistance? Alors, les conventions d'assistance, c'est, je dirais, une sous-catégorie des conventions réglementées. C'est-à-dire ce sont des conventions de prestation de services, c'est-à-dire c'est tout bêtement une prestation que va faire le dirigeant au bénéfice de la société. C'est-à-dire que, par exemple, il est, en plus d'être dirigeant d'une société, le dirigeant est designer. Voilà, à titre personnel, à côté de ça. Et donc, du coup, il est entrepreneur individuel en tant que designer. Eh bien, si jamais il y a un besoin pour la société d'avoir un designer, eh bien, il va pouvoir mettre en place une convention entre la société et lui-même, une prestation de service de design. Donc, pour le coup, c'est de la prestation de service. La seule spécificité, c'est qu'elle n'est pas signée avec un tiers, elle est signée avec lui-même. Et c'est pour ça qu'il faudra qu'elle soit contrôlée le plus possible. On signe forcément une convention d'assistance où, globalement, on fait ça et on ne se fait pas rémunérer. Alors, s'il n'y a pas de rémunération, évidemment, la question se pose moins. Puisque pourquoi on contrôle les conventions réglementées? Parce qu'il y a une notion, financière, il y a des flux financiers, et qu'on ne veut pas qu'il y ait un appauvrissement de la société au bénéfice d'un dirigeant. Donc, c'est surtout ça qui est contrôlé. Après, c'est vrai que si on est sur une prestation à titre gratuit, fatalement, on va moins être enclin à respecter cette procédure-là, oui, bien sûr. Merci pour cet éclairage, Arnaud Devilliers de l'Isle-Adam. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes, je le rappelle, juriste, expert en droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle. Alors, ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire, Arnaud. En entreprise, il y a des limites à ne pas dépasser. C'est le cas notamment lors de la pause café, lorsque l'on s'égare à parler politique, sujet épineux sur lequel s'est penchée Sybille Aoudjan. On la retrouve tout de suite pour la pause café.